et regardons vers la Russie. Parce que ça fait un bon moment qu'on entend parler de l'ultranationalisme russe et du fait que si Poutine venait à être renversé, venait à être écarté du pouvoir, ce serait peut-être cette aile-là, cette opposition-là, qui prendrait le pouvoir en Russie. Or, cette mouvance-là, elle a été sans doute déçue et frustrée par la tentative aventureuse de Prigojine qui s'est terminée, comme on le sait. Pour la première fois, il y a une enquête qui permet peut-être de réaliser pour nous, qui ne connaissons pas très bien Galia, ce qu'est exactement cette mouvance. Qu'est-ce que cette extrême droite russe? Que pèsent exactement ces ultras? Qui sont les têtes d'affiche? Cette enquête, elle a été réalisée par Benoît Vitkine, qui est correspondant du Monde à Moscou. On va la découvrir, on va en tirer les enseignements. Voici les indispensables avec Justine Frétine. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors d'abord, quand on parle de ces faucons, quand on parle de la droite nationaliste, de l'extrême droite va-t-en-guerre, de qui s'agit-il précisément? Est-ce qu'elle est incarnée par exemple? Est-ce qu'il y a des leaders? Eh bien, cette extrême droite russe est donc Benoît Vitkine dans Le Monde qui nous en dresse un portrait assez détaillé. Et ces groupes possèdent un nom, on les appelle en Russie les turbo-patriotes. Alors, qui sont-ils? Eh bien, c'est une constellation où chacun prêche pour sa paroisse. Il y a d'abord les ultranationalistes, ceux qui se font appeler les nationaux bolcheviques, avec leur figure de proue, Édouard Limonov, décédé aujourd'hui, mais rendu célèbre en France par l'écrivain Emmanuel Carrère. C'est un mélange de nostalgie du monde soviétique et de patriotisme qui flirte avec les groupes armés. Et aujourd'hui, son parti, c'est l'un des rares partis politiques d'opposition encore autorisés en Russie, ou plutôt tolérés. Son nom, l'autre Russie. Il y a aussi le versant religieux, les ultra-orthodoxes, pour qui la Russie est avant tout chrétienne. Leur chef de file, la poétesse Anna Dolgareva, celle qui se fait appeler la Valkyrie de la chrétienté. Autre groupe, les néo-nazis qui sont tolérés en Russie et qui combattent le régime de Poutine, là encore soupçonnés de faiblesse et de compromission. Et ces groupes ont pignon sur rue en Russie. Certains combattent aussi depuis l'Ukraine, notamment au sein du corps des volontaires russes, dont on a souvent parlé ici, ceux-là même qui ont mené plusieurs incursions sur le sol russe, notamment dans la région de Belgorod. Il faut compter aussi également avec les nationalistes monarchistes, notamment la Légion impériale russe. Eux sont pour le retour des tsars. Eux aussi combattent pour certains en Ukraine pour tenter de déstabiliser le pouvoir russe. Ils sont menés notamment par cet homme, Denis Gariev, commandant d'une unité. Et puis autre figure des nationalistes monarchistes, Igor Girkin, ancien militaire. Il a aussi été ministre de la Défense de la République populaire autoproclamée de Donetsk. Et il est très critique de Vladimir Poutine. Et puis enfin, il y a aussi la nouvelle génération, ceux qui émergent en solo depuis le début de la guerre en Ukraine, les fameux blogueurs militaires, ceux qui suivent le conflit de très près et qui sont souvent beaucoup plus va-t-en-guerre que le commandement russe lui-même. Le plus connu d'entre eux, c'est lui, Semyon Pegov, 1,3 million d'abonnés sur Telegram. Et lui, sa ligne est très claire, c'est un fan d'Evgeny Prigojine. Il s'est notamment entretenu avec lui plusieurs fois. Pour une fois, on visualise clairement des noms, des visages, des groupes. Et justement, ces groupes sont-ils orphelins d'une certaine manière de Prigojine après son coup de force avorté? Eh bien, c'est là que c'est très intéressant parce que la réponse est non. Tous ces groupes ont un point commun. Ils fustigent la mollesse de Vladimir Poutine. En revanche, ce fameux 24 juin, ils ont fait bloc. Les ultranationalistes, les ultra-orthodoxes, les néo-nazis, ils ont tous condamné la tentative de putsch quand ils ont compris que le rapport de force était plutôt à l'avantage des troupes de Vladimir Poutine et qu'ils n'avaient rien à gagner dans cette affaire, voire même tout à perdre. Semyon Pegov, pourtant soutien, on le disait, de Prigojine, va même jusqu'à retourner sa veste et reprendre les termes de Vladimir Poutine. C'est un coup de poignard dans le dos. Un autre blogueur militaire, très populaire et grand soutien également de Prigojine, quiconque appelle au meurtre de ses compatriotes est une ordure et un ennemi du peuple. Est-ce à dire donc qu'ils se sont rapprochés de Vladimir Poutine? Eh bien, absolument pas. Fait rarissime, 24 heures après le début du putsch, le 25 juin. Et pour la première fois, ces groupes très disparates se sont fédérés. Regardez, ils ont annoncé en grande pompe la formation du Club des Patriotes en colère. 400 personnes tout de même. Et parmi les nombreux orateurs, Igor Girkin lui-même, on en parlait plus tôt. Et les coups contre le maître du Kremlin ont repris de plus belle. Écoutez-le.
Высшие должностные лица Российской Федерации, включая президента, демонстрируют непонимание или нежелание понимать тот факт, что в этой войне не может быть и не будет компромиссного перемирия, что в ней можно только полностью победить или потерпеть полное поражение. Если действующий президент не готов взять на себя руководство процессом перевода страны на военные рельсы, не готов к полномочиям Верховного Главнокомандующего. Dans le viseur aussi, le ministre de la Défense russe, ce club a même lancé un hashtag chevaux, Shoigu démission, quand on déchiffre effectivement un petit peu les abréviations. Mais est-ce qu'ils ont, ces groupes, un projet commun? En fait, quel est leur projet? Quel serait leur projet pour la Russie? Eh bien, la guerre totale, tout simplement, militarisation de la société russe, loi martiale, mobilisation générale aussi pour être, je cite, impitoyable avec les traîtres à la nation. Certains brandissent même régulièrement la menace chimique ou nucléaire. Ils réclament notamment des frappes d'avertissement contre les capitales européennes ou encore l'apocalypse pour ceux qui, je cite, veulent détruire la Russie. Merci Justine. Juste un mot quand même, parce que critiquer la conduite de la guerre en Russie, on avait cru comprendre que ça valait la prison et un certain nombre d'années de prison. Et ils ne sont pas menacés, ces groupes. Eh bien, Benoît Vitkine le résume ainsi dans Le Monde. Ce pas de deux est réglé avec le pouvoir, et cela depuis longtemps. D'un côté, ces critiques publiques sont nécessaires pour canaliser le mécontentement d'une frange bien réelle de l'opinion, mais aussi pour faire apparaître Vladimir Poutine en modéré, en force d'équilibre. Et puis, dernier point, David, Benoît Vitkine estime aussi leur poids dans le pays. Selon les sondages, 10% de la population russe adhère aujourd'hui à cette ligne jusqu'au boutiste. Pour certains, ça serait même davantage, parce qu'on sait que ce discours est quand même bien présent à la télévision russe. Merci Justine. Alors c'est passionnant parce que c'est plein de faits, c'est plein d'éléments concrets. Est-ce que vous partagez cette idée qui est au fond une des questions essentielles qu'on se pose sur la Russie, à savoir que ces groupes ne sont pas forcément une menace pour Vladimir Poutine, mais qu'ils contribuent d'une certaine manière à le maintenir au pouvoir, même s'ils le critiquent, et parfois très vivement, comme on l'a entendu? Oui, je pense que cette idée a un sens. Et ces groupes existent depuis des dizaines d'années. Parfois, quand ils franchissent certaines limites, on arrête des membres. Limonov lui-même a passé du temps en prison. Mais c'est vrai que en temps de guerre, c'est positif pour, en quelque sorte, mobiliser les mécontents. C'était d'ailleurs à ça que servait Wagner pendant la guerre. Parce que Wagner, c'était la critique du ministère de la Défense, comme corrompu, indolent, etc., etc. Et donc, canaliser l'arrivée de nouveaux combattants vers lui. Maintenant, pour ce rassemblement, pour la tentative de s'unir, il faut dire que l'opposition en Russie, qu'elle soit démocratique ou totalement antidémocratique, comme ces gens, n'a jamais su s'unir. Et donc, quand on dit de 10% de la population, mais 10%, c'est pour les uns, pour les autres, les troisièmes, ce sont des groupuscules en fait. Ce club des patriotes en colère, fondé par Girkin, il existe déjà depuis un moment. C'est pas leur première réunion, le 24 juin, enfin ce qui a été montré. Mais ça représente à peine quelques centaines d'hommes. Donc pour vous, pardon pour poser la question, de poser directement la question, mais si Poutine était renversé, si Poutine perdait le pouvoir dans les mois qui viennent, par exemple, ce ne sont pas eux qui seraient les premiers à en profiter? Non, je ne pense pas. Je pense que, en effet, si Poutine, pour une raison ou une autre, est éliminé physiquement, ou il tombe malade, ou il meurt, etc., je pense qu'il y aura une période qu'on pourra appeler en référence à une période historique après la mort d'Ivan le Terrible, le temps des troubles. Mais ce seront plutôt les gens qui appartiennent vraiment à l'élite. Le chef du FSB, le chef de GRU, etc., etc., qui prendrait le pouvoir. Et pas ces gens-là. Ils pourraient soutenir ou pas soutenir, mais en tout cas, il faut se dire une chose, c'est que Poutine, il est à la tête d'une pyramide qui réunit plusieurs clans qui souvent ont des intérêts opposés, et notamment certains
sont intéressés pour des raisons économiques que la guerre s'arrête, et d'autres sont intéressés que la guerre continue et qui s'enrichissent grâce à cette guerre. Oui. Et lui, jusque-là, il a tenu ce bâtiment, cette pyramide, en équilibre. La première fois qu'il n'a pas réussi à gérer un conflit, c'était le conflit entre Prigojine et Shoigu, ce qui a montré sa faiblesse avant même la mutinerie. Maintenant, je ne vois aucune personne, même parmi les chefs des services de sécurité, etc., qui puisse émerger. La même autorité, et sûrement pas parmi ceux-là. Pas parmi ceux-là. Pas si quelqu'un, Galia connaît très bien la société russe, je ne sais pas si quelqu'un veut s'exprimer, on fantasme largement, malgré tout, la puissance et l'étendue dans le pays de cette frange, de ces partis ultranationalistes. Non, moi je serais vraiment sur la ligne de Galia. Je ne crois pas un seul instant que ces gens puissent prendre le pouvoir. Ils sont pour partie manipulés par Poutine, qui les trouvait utiles. Et la comparaison avec les temps d'Ivan le Terrible, les boyards actuels, ce sont les dirigeants du FBS, ce sont les ancêtres du KGB, et ce ne sont pas ces bandes de marginaux tout à fait... Une bande de marginaux. Oui. Vous reprendriez la même expression? Je suis d'accord avec ça. Je pense que, oui, ce sont des marginaux très excités parce qu'effectivement, la situation ne va pas dans le sens qu'ils pouvaient espérer. Mais leur poids politique me semble tout à fait dérisoire. Comme d'ailleurs, de l'autre côté de l'échiquier politique, les pro-occidentaux, libéraux, démocrates, qui n'existent quasiment plus d'ailleurs, de manière organisée. Oui, ça ne représente pas grand-chose. La bataille politique, elle a lieu à la fois dans le pouvoir et avec l'enjeu essentiel qui est celui de ce qu'on appellerait ici la majorité silencieuse, c'est-à-dire les Russes qui, en gros, jusqu'à présent, tolèrent ce qui se passe, acceptent ce qui se passe, tant que ça les bouscule pas trop. Mais c'est là que le centre de gravité, il est là. Il n'est pas chez Zozo d'extrême droite, nationaux-bolcheviques ou je ne sais quoi. Enfin, voilà. Bon, très disparate par ailleurs. Enfin bon, si on parle de 10%, mais j'ai entendu Galia que pour vous 10% c'était vraiment la fourchette haute et qu'on était sans doute inférieur. On a du mal, Christophe, on a du mal à évaluer leur force exacte, c'est-à-dire qu'effectivement Galia Ackerman parle de centaines d'hommes, en fait on ne sait rien sur la force qu'ils représentent. Après qu'ils s'expriment largement, qu'ils utilisent les réseaux sociaux, qu'ils se mettent, comme on le voit sur cette image, en valeur, etc. et en image, mais quel est leur poids réel, c'est difficile de le savoir. Je peux juste dire un mot. Les seuls qui ont un peu de poids dans l'opinion, ce sont ce qui a été mentionné, les blogueurs militaires, qui sont souvent les anciens militaires ou les anciens journalistes qui se mettent en quête de popularité, en fait, d'aller au front, d'ensuite faire des reportages. Maintenant, il y a les chaînes Telegram qui sont très répandues. On acquiert facilement des centaines de milliers d'abonnés parce que ces gens racontent malgré tout une certaine vérité, beaucoup plus que la propagande officielle, parce qu'ils parlent de la situation sur le front, ils montrent les militaires, etc. Mais cela ne veut pas dire que nécessairement ça mobilise des foules pour aller se battre demain. Merci, c'était très intéressant. Merci.